Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour à vous tous les fans du sport auto et les fans aussi des talks vidéo, podcasts et autres chaînes YouTube. Maxime Potard est là et vous savez que c'est un grand spécialiste de la question, donc on le retrouve comme d'habitude pour Green White Checker. Déjà le 10e épisode, Maxime, ça va vite hein? Salut LFB, salut à tous. Oui, ça passe, on est déjà au 10e épisode. C'est sûr qu'on a un peu moins d'e-sport à se mettre sous la dent, mais maintenant, place au vrai sport mécanique. Et on a de l'actualité avec de la F1 et plein d'autres domaines. Donc voilà, ravi d'être encore avec toi. Pour l'instant, toujours en période confinement, donc on n'est pas encore vraiment l'un à côté de l'autre, mais on espère un jour que ça se fera. En tout cas, on espère que ça ne traînera plus. Ah oui, non, mais on est bien d'accord, c'est un de nos objectifs, sachez-le, chers amis, c'est qu'un jour, Maxime et moi, on soit vraiment réunis et qu'on puisse vous proposer un épisode, oui, on est côte à côte. Même si, a priori, quelques centaines de kilomètres nous séparent, mais enfin bon, jamais l'entente belgo-française ne s'est aussi bien portée. Bon, Maxime, tu connais la règle du jeu, 3 parties, l'actu du sport auto à la fin. Au milieu, on va lancer un petit peu le débat sur les jeunes pousses symbolisés par Théo Pourchère, je le dis tout de suite, et puis les anciens qui font peut-être de la résistance. Mais on va commencer, t'es d'accord, par Sa Majesté la Formule 1 avec 2 grands prix qui ont eu lieu ces 2 dernières semaines, donc on va en parler. Donc on ouvre la partie green, on brandit le drapeau vert et c'est parti donc, et on parle F1. Donc on entame cet épisode. Alors la Formule 1 bien sûr avec les 2 derniers grands prix, la Styrie et la Hongrie, et à chaque fois un petit peu le même constat. Maxime, tu vas nous en parler. Est-ce que tu n'as pas l'impression que Mercedes en fait un petit peu des tonnes, je dirais même des Hamilton? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je ne sais pas s'ils en font des Hamilton, mais en tout cas, ils mettent les moyens pour que ça marche. Et on l'a vu avec Hamilton, justement, qui a fait 2 grands prix, copie quasi parfaite, là où Bottas a trébuché. Alors, on va parler un petit peu, je pense, des 2 grands prix pour revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé en Styrie, en Autriche, évidemment. Moi, j'étais globalement très déçu de McLaren. Je pensais que ça allait continuer, mais finalement, on voit que ça s'est un peu décanté, encore plus en Hongrie, même si les séries ne sont pas pareilles. Mais un petit peu déçu de McLaren. La catastrophe Ferrari continue avec l'accrochage Leclerc-Vettel qui pulvérise tout simplement Charles Vettel dans le 3e virage, enfin 2e, vous vous arrangerez, mais dans la 2e épingle en tout cas. Donc vraiment un Grand Prix qui commence déjà avec beaucoup de choses qu'on ne voulait plus revoir et qui finalement se sont déjà repassées. Niveau fiabilité, ça s'est un peu mieux passé pour Honda et Verstappen, mais derrière, on a corrigé aussi les soucis chez Haas, Racing Point toujours au cœur du débat avec cette copie de Mercedes de l'année dernière. Donc un 2e Grand Prix qui n'était pas vraiment une copie conforme du premier, avec des bonnes et des mauvaises surprises, mais globalement je me suis un peu plus ennuyé, je ne sais pas toi, mais c'est vrai que ce 2e Grand Prix en Autriche m'a laissé un peu sur ma faim. Ah ben, je vais même te dire, plus ça va, mon cher Maxime, et plus on s'ennuie. Et ça, on fait que 3 de course, ça part parce mal. Que la Hongrie, on l'a attendu, cette 2e averse, on l'a voulu, parce que c'est vrai que le départ était sympa, rien à dire. Chacun peut peut-être tenter quelque chose. On voit bien que ça s'assèche, que ça va pas durer. Bon, mais après, on nous annonce qu'il va pleuvoir de nouveau, et on l'attendait avec impatience. Et ça aurait forcément pimenté le truc. Bon, c'est jamais arrivé, c'est comme ça. Mais plus les grands prix vont, et là, force est de constater que la messe semble de plus en plus dite à chaque fois. Écoute, ouais, c'est ça. McLaren baisse un petit peu. Ferrari, alors il y a des hauts et des bas, mais enfin, après la catastrophe de la Styrie, on en vient à se satisfaire d'une 6e place de Vettel en Hongrie, où on se dit finalement c'est pas mal. Voilà, Vettel a été relativement solide. Il assure des points relativement important, là où Leclerc a traîné sa misère pendant toute la course et termine hors des points. Mais enfin, honnêtement, on en arrive presque. Même si on a quand même eu une très belle bagarre, entre Sainz et la Ferrari de Leclerc, c'est le seul moment où je me suis un petit peu excité pendant le Grand Prix. Voilà, c'est tout. Je ne dirai plus rien. Ouais, surtout qu'il y a la perspective de savoir qu'ils se retrouveront l'année prochaine et que voilà, c'est aussi une façon pour Sainz de montrer que oui, il sera là pour avoir quand même un rôle à jouer et on lui accorde évidemment. Bon, enfin ça, on verra ça l'année prochaine. Mais enfin bon, oui, c'est vrai, t'as raison, c'était sympa. Mais bon, voilà, donc globalement, pour conclure. À part Force India, qui me semble quand même... Force India, tu vois, excuse-moi, faudra dire Aston Martin l'année prochaine, attention. On dira peut-être Racing Point pendant 2 ans, d'ici 2022. Oui, c'est ça. Enfin bon, je m'étais pas encore beaucoup trompé, mais là, oui, j'avoue que je me suis trompé. Donc, à part Racing Point, qui semble quand même monter en puissance, et McLaren, je vais y arriver, qui semble un petit peu redescendre, bon, t'as compris, il n'y a qu'une équipe qui est
au niveau absolu, total, réussite, maîtrise complète, bah c'est Mercedes. Et à chaque fois, écoute, je vais pas te dire que le championnat est fini parce que c'est trop tôt et puis un commentateur sérieux ne peut pas dire ça après 3 courses seulement. Mais tout semble déjà un petit peu écrit. Bottas est là pour marquer de gros points s'il le faut, même pour gagner quelques grands prix par-ci par-là, mais sur la durée, ça le fait pas. Et Hamilton est le patron, et Hamilton domine le sujet, et Hamilton est au-dessus du lot. Bah voilà. Mais il faut voir aussi, je mettrai en insert en dessous de nous le classement constructeur chez Mercedes. On a déjà dit bye bye aux autres. On attendait Red Bull comme opposition principale à Mercedes. On rappelle que Verstappen s'est fait 2 frayeurs pendant le tour de formation parce qu'on a vu après avec les images que certes il s'est sorti dans le 3e partiel parce qu'il prend un coup de raquette, je sais pas comment, à 80 à l'heure pour que la voiture aille glisser dans le mur, mais avant à la chicane il se fait déjà une grosse frayeur avec 2 roues dans l'herbe. Bon, ça l'a pas calmé, c'est Max, on ne changera plus. Mais déçu de Red Bull, et si sur une saison on se dit voilà on a 9 ou 10 mois pour travailler, faire évoluer les voitures et essayer d'avoir une inversion, en tout cas un changement de tendance dans les performances, là on se dit que si tout va bien, dans 8 mois la saison elle est pliée, 6-7 mois, à moins qu'on prolonge, enfin on ne sait toujours pas vers quoi on va pour la fin d'année, parce qu'on a rajouté le Mugello, enfin bref, on ajoute, on enlève, on fait un petit peu ce qu'on veut cette année en organisation du côté de Liberty Media et de la FIA, mais moi je sens pas que quelqu'un va arrêter Mercedes. Le pire ennemi de Mercedes pour l'instant c'est eux-mêmes. Dire que si Bottas se loupe au départ, il laisse des points à Red Bull. Mais c'est pas les 4 points ou les 8 points de différence que Verstappen va arracher parce que Albon est en difficulté. Maintenant il faut plus se le cacher je trouve. Il commence à faire beaucoup d'erreurs. Il a quand même une pression parce qu'il y a un certain Vettel qui vient taper à la porte. Les rumeurs sont là, on voit aussi chez Aston Martin, on en reparlera dans la partie White Flag. Mais c'est vrai qu'il y a une pression qui s'installe, il y a une précipitation aussi. Certains sont tranquilles, je pense que des pilotes comme Sainz, Ricciardo, etc. font leur saison pépère. Depuis tout à l'heure et depuis deux épisodes, on parle de Formule 1. Hormis pour parler d'Alonso, on n'évoque pas Renault. Renault qui fait quand même de bonnes performances. Esteban Ocon marque quelques points tout de même. C'est correct, mais est-ce que ça va suffire pour la fin de saison, garder le rythme? On voit que Haas est en train de complètement s'écrouler, même si bien joué le coup de monter les 2 pneus, les slicks sur les 2 voitures, fallait quand même oser, c'était pas mal, ils sont quand même retrouvés 3 et 4e. Ça c'était bien joué quand même. Et sur 20 pilotes, il y en a bien un qui va tenter quelque chose. Bon, bah, c'est à ce qu'il a fait, bravo à eux. Et puis Magnussen, là, il a bien tenu le coup, d'accord. Il y a la pénalité à la fin qui fait qu'il regarde une place. Mais moi, je lui ai mis 2 étoiles. Je mets toujours des petites étoiles après les Grands Prix, comme ça. 2 étoiles à Magnussen. Il y a Hamilton qui a fait mieux, puisqu'il a été impeccable. Je lui en ai mis 3. Mais quand Hamilton gagne un Grand Prix avec Mercedes, c'est 3, c'est pas 4, c'est pas 5, c'est 3. C'est le boulot est rempli. Et même s'il est au-dessus du lot, bon, tu peux pas dire non plus que c'est exceptionnellement génial. Il a la meilleure voiture et c'est le meilleur pilote, donc le résultat est logique. Mais Magnussen, il s'est mis en évidence, effectivement. Renault, c'est vrai qu'Ocon a eu un bon résultat en Styrie qui certainement était très encourageant et c'était vraiment ce dont il avait besoin. Mais c'est vrai que l'équipe semble fluctuer entre les hauts, les bas, et si tu n'arrives pas à te mettre dans un bon wagon dès le début, ce qu'a pu faire Ricciardo en Hongrie, Ocon, il était un peu derrière et il n'a jamais pu ramarrer le bon train. C'est la même chose qui est arrivé à Norris d'ailleurs. Là, Norris, il est un peu tombé de son piédestal, mais bon. Lui, on sait qu'il est là pour un peu nous dynamiser la chose et qu'il a déjà une super image et qu'il est jeune, il est sympa. Et c'est évident que Norris est vraiment une vraie star en puissance. Mais Ocon, évidemment, côté français, je pense qu'il en a les moyens aussi d'être largement un super pilote au super niveau, super top team. Mais bon, il faudrait que ce soit un petit peu plus régulier, effectivement. Non, Bottas, moi, ça m'amuse de voir qu'il a gagné en Autriche, 2e en Styrie, 3e en Hongrie, tu vois ce que je veux dire? Ça baisse course après course, là où Hamilton c'est l'inverse. Pour Albon, quand tu parlais d'Albon, et effectivement, on a bien vu, ça a été un des topics du week-end avec la maladresse de Russell, j'ai envie de dire, parce que Russell, t'es au courant de l'histoire. Oui. En fait, il veut défendre Albon. Il dit, ils le font passer pour un idiot, c'est pas normal, c'est un super pilote, je le connais bien, voilà. Mais en fait, on retient que la phrase, il passe pour un idiot. Et effectivement, ça fait un peu du genre qu'il est largué par Verstappen, ce qui est malgré tout un peu le cas. Bon. Oui. Mais moi, Albon, Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Si Albon avait réussi sa manœuvre sur Hamilton en Autriche, ce fameux dépassement par l'extérieur dont on a beaucoup parlé, et s'il arrive à se faire Hamilton, pardonne-moi l'expression, pour aller chercher la 2e place, voire même peut-être pour se battre pour sa première victoire, alors là je suis sûr que ça aurait changé beaucoup de choses, au niveau moral, au niveau notoriété, au niveau, tu vois ce que je veux dire, place dans l'équipe. Là,
J'ai un peu peur que le pauvre Albon, effectivement, là, il a tout perdu et que depuis, même mentalement, ça rame. Mais la peur de gagner existe et c'est vrai que là, Hamilton va pas lâcher. Je pense que c'est comme quand on arrive face à Verstappen aujourd'hui, le pilote qui va s'attaquer à Verstappen, il va pas lâcher. Verstappen, il va être tranquille et dire tu t'écartes, je passe. Et c'est vrai qu'Albon, il a encore ce manque d'expérience et si ça continue à se cumuler, il va peut-être pas pouvoir tenir la pression. C'est là qu'on va voir si, à l'image d'un Verstappen qui a été énormément décrié au moment où il était chez Red Bull, où il y a une phase en début de saison, il y a 2 ans ou 3 ans, où il disait si j'ai encore quelqu'un qui me dit en conférence de presse, je crois que c'était à Monaco, si je mets un coup de boule au prochain qui me dit que je n'ai que des accidents et que ça va mal, il s'en est remis, mais parce qu'il avait toute la structure Red Bull autour. Je pense que Albon n'est pas lâché par Red Bull, faut pas exagérer non plus, et je pense qu'il est dans une phase, comme tu dis, stagnante où ça peut être exceptionnel, mais il manque toujours un petit quelque chose. C'est ce que j'appelle moi le syndrome allez-y. C'est-à-dire que tout peut bien fonctionner, mais désolé, il y a un lapin qui traverse la route, ça va dans le radiateur. Du coup, voilà, le moteur explose. Mais il y a toujours un petit quelque chose. Et c'est vrai, voilà, le tête à queue, c'est dommage. Ça a commencé au Brésil l'année dernière, et c'est vrai que les gens ont vite fait le lien entre les deux. Mais oui, moi je pense qu'Albon n'est pas mauvais, il n'est pas chez Red Bull pour rien, comme Pierre Gasly l'était à l'époque, mais je pense qu'on est en train de revivre ce cycle qu'a vécu Pierre Gasly. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit prêt dans la filière Red Bull à y aller, que ce soit Tic-Toum qui n'est pas forcément aimé pour ses déboires en classe. Il n'y a pas vraiment de pilote qu'il faut absolument mettre dans la filière Red Bull. Donc je pense que le meilleur choix pour l'instant, c'est de garder Albon et de lui laisser, entre guillemets, faire sa maladie, faire son temps chez Red Bull, parce qu'il le mérite, c'est un bon pilote, il l'a montré. Maintenant, voilà, l'expérience, on peut pas l'acheter, hein. On peut acheter beaucoup de choses, hein. Coucou Alain Stroll, mais on peut pas acheter son expérience. Il est en train de la faire dans une très bonne équipe, dans une bonne structure, certes face à un pilote qui est en... Enfin, vraiment... L'équipe est autour de Verstappen clairement jusque 2024, je pense même maintenant. Donc voilà, ce sera le pilote de l'équipe. Maintenant, si Albon est sur le marché, il ne devient pas un danger non plus pour Red Bull dans sa situation psychologique actuelle. Donc autant le garder, autant essayer de le former et de faire un duo qui va aller sur le long terme. Parce que si Vettel revient, ce qui est possible, il ne va pas revenir pour 10 ans Vettel chez Red Bull, je pense non plus. Donc Albon, laissons-le faire son temps. Et puis n'oublie pas, parce que tu sais que la Formule 1 des fois aussi c'est du business, n'oublie pas que Albon est thaïlandais et que Red Bull à la base c'est une boisson thaïlandaise. Il y a une joint venture avec l'Autriche et avec Dietrich Mateschitz, mais il y a encore des intérêts en Thaïlande, donc il est pas si sur la sellette que ça, quoi. Ces quelques déboires sont excusables pour le moment. Quand même des considérations, etc. Tiens, je te pose aussi une question là, si on revient sur tous ces événements qu'on a vus, comme ça au passage, Leclerc qui s'avoue coupable en Styrie donc de la mésaventure Ferrari dès le début, ça t'a semblé noble de sa part, on va dire, plutôt bien? Ça m'a semblé gentleman parce qu'il a la sécurité du futur. C'est-à-dire que lui, il peut se dire de la part de Ferrari, bon, j'ai fait une connerie, c'est pas grave, moi je suis encore là pour 2 ans. On va pas le mettre dehors, il a pas dit que la voiture était un camion, lui. Donc ça va, un semi-remorque. Donc il risque pas de se faire virer dans la semaine. Au contraire, le futur de Ferrari, c'est Leclerc. Donc maintenant, ils vont le protéger, ils vont l'assumer. Au niveau com, Ferrari est plus doué qu'en stratégie, ce qui est pas difficile, mais en tout cas, le fait que Leclerc se soit excusé, je pense pas que ce soit une demande de Ferrari, je pense que c'est dans sa nature de prime abord. Il s'était excusé aussi à Monaco quand il avait fait sa remontée et qu'il avait fini par toucher, je crois, Hülkenberg, ce qu'il avait emmené vers une crevaison, et du coup tout était terminé. Il a dit voilà, j'ai essayé, j'ai merdé, j'ai fait une bêtise, c'est de ma faute, voilà, c'est bien d'assumer aussi. Après, il n'a pas vraiment expliqué ce qui s'est passé, il a juste dit j'ai été surpris qu'il y avait beaucoup de monde devant moi et que ça a freiné d'un coup. C'est un petit peu ce qu'a vécu Vettel à l'époque à Abu Dhabi aussi, quand il y a un safety car. On donne des coups de frein devant. Qu'est-ce que ces gars foutent? Ils sont cons? Bah non, en fait, c'est le peloton, Sébastien. Tu n'y es jamais allé parce que t'as quitté en une saison le midfield. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et Ferrari est en train de redevenir, alors là, ça fait très mal, mais une équipe de midfield. Derrière Racing Point, derrière Red Bull, parfois derrière McLaren et Renault. Donc, ou AlphaTauri plutôt. Mais là, Ferrari est plus à jouer les 5-6 premiers. Donc autour, c'est pas des champions du monde. C'est des pilotes qui sont du milieu du plateau et avec des voitures moyennes, donc moins simples à piloter, moins précises, etc. Même si la marge n'est pas énorme, mais il y a quand même, tu vois, quelque chose de différent par rapport à 2 Mercedes et 2 AlphaTauri, quoi. Donc voilà, si eux se retrouvent avec des pilotes moins expérimentés autour d'eux, même si Leclerc est encore jeune, il va se dire mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il freine si tôt, pourquoi il y a pas 3 voitures qui doivent passer, il y en a 10, forcément on freine plus tôt, et ça les surprend encore. Et c'est vrai que là Leclerc, erreur de jeunesse, je pense qu'on peut encore qualifier ça comme ça. Il s'est excusé, malheureusement c'est dans son équipier. On se rappelle que Coulthard avait fait la même avec Hakkinen à l'époque, au même virage, en 99 je pense. Donc voilà, il y a eu pas mal de déboires à cet endroit-là. C'est un circuit qui n'est pas si compliqué que ça quand on le regarde sur le dessin, mais c'est vrai que voilà, quand on s'y intéresse un petit peu, c'est en compression, c'est délicat, et au départ on a envie de gagner des places, surtout quand on est Ferrari. Voilà, le résultat de Leclerc, il aurait
pu être évité, malheureusement, bah, c'est pas le cas. Ouais. Non, non, j'ai eu le sentiment qu'on va pas lui reprocher de s'être excusé et de l'avoir pris sur lui, ça c'est sûr, c'est plutôt quand même gentleman, comme tu l'as dit. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait un certain beau rôle à le faire. Et c'est pas spécialement une critique qu'on fait, c'est une constatation au jeu de l'échiquier politique un peu interne à Ferrari. Si Vettel avait fait ça, bah, c'est sûr qu'il était vraiment définitivement accusé, rangé aux oubliettes, et il se prenait tous les malheurs du monde, là où un Leclerc pouvait apparaître un peu seigneur et bien s'en sortir, alors qu'à la base, c'est quand même lui qui fait la connerie. Bon, c'est gentil, flic, méchant flic, c'est un peu ça, des fois, ah, voilà, on est d'accord. Et juste avant d'enchaîner sur notre deuxième partie, je voudrais juste te dire, moi, que j'ai le sentiment que chez Force India, alors là, il y a une petite surprise, je trouve, là où un Pérez en Autriche symbolisait forcément la solidité, l'expérience, le leader quand même un peu au niveau pilote de cette équipe, avec un Lance Stroll qui est toujours un peu dans notre esprit en mode apprentissage et qui oui, payant et rien de plus. Voilà, oui, qui bénéficie forcément d'un environnement familial qui fait qu'on le voit pas comme une flèche spontanément. Bah écoute, en Hongrie, s'il n'y avait pas eu Stroll, Force India, excuse-moi, Racing Point n'aurait pas autant brillé. Là, Stroll a pris la mesure de Pérez et c'est lui qui a tenu l'équipe avec la meilleure qualif, avec la meilleure place en course, avec une prestation solide. Et c'est vrai que je me suis dit, est-ce que Pérez a été déstabilisé par les rumeurs qui font qu'effectivement on l'envoie finalement voir ailleurs et pour lui laisser la place à Vettel? Là, je trouve quand même que Stroll a gagné des galons très importants. Oui, mais alors j'ai une phrase qui m'a été soumise sur les réseaux sociaux il y a quelques jours qui résume bien. Les millionnaires achètent une Aston Martin, les milliardaires achètent Aston Martin. Et c'est un peu ce qui se passe avec le père Stroll. Mais oui, Stroll, il a quand même fait des podiums. Et Pérez, j'étais plutôt surpris, pour revenir au début de ce que tu disais, surpris de sa fébrilité, en tout cas dans ce résultat. Après, c'est peut-être juste un mauvais week-end. C'est un week-end, c'est pas 5 week-ends ratés. Mais c'est vrai que Pérez, il paraît souvent indéboulonnable, un peu même hautain, sûr de lui, en disant bah ouais, je fais une connerie que ça peut faire. Voilà, je pilote comme ça, point barre. Donc oui, c'est pas le pilote qu'on va déstabiliser. Il a quand même piloté pour McLaren, donc il a quand même une expérience au niveau communication, etc. Donc il sait à quoi s'attendre. C'est pas sa première saison. Il a été dans la filière Ferrari, donc il sait aussi comment ça passe à l'époque avec Sauber. Donc voilà, je pense que Pérez, il n'est pas déstabilisé, il a juste eu un mauvais week-end. Stroll en a profité, c'est un peu ce qu'on demande finalement, c'est que quand un pilote a un problème, c'est l'autre qui assure. Stroll a bien rempli le contrat, Stroll n'est pas un mauvais pilote, n'en déplaise à Jacques Villeneuve qui le détruit dès qu'il peut sur les antennes de Canal+. Ouais. Mais voilà, moi je suis désolé, Stroll aujourd'hui, il est bon pilote. Ouais, non, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Ouais. Maintenant, il a peut-être une voiture qui est au-dessus de ses capacités. Et ça pourrait peut-être poser problème à l'équipe, surtout si après on se dit peut-être que Stroll et Vettel, il va peut-être y avoir un gap qui va commencer à grandir au niveau des performances l'année prochaine si jamais il y a association. Bon, justement, ça va nous faire la transition. Mais quel art consommé de la transition, mais mon cher Maxime, bravo. Donc on va effectivement maintenant sortir de notre petite boîte le drapeau blanc qui va signifier le dernier tour, mais la deuxième partie surtout de notre Green White Checkered numéro 10, et on va parler effectivement de un peu du renouvellement des cadres peut-être, ou des jeunes qui poussent, parce qu'il y en a d'autres, et des vieux qui s'accrochent. Allez, à tout de suite. Allez, drapeau blanc. Écoute, on va mêler deux histoires un petit peu dans cette partie. À titre personnel, le sport automobile, les sports mécaniques français, le week-end dernier, ont vécu un fabuleux week-end. Parce que la moto avec Fabio Quartararo, alors c'est vraiment la petite parenthèse... Même moi, sur l'Afterlab, je l'ai dit, je ferais bien un épisode sur Quartararo, mais c'est le podcast du sport auto. Non, faut qu'on se limite, quoi. Mais je peux te dire que le MotoGP, évidemment, je regarde et que cette victoire de Quartararo, on l'attendait, elle a été magnifique. Mais là aussi, la peur de gagner dont tu parlais tout à l'heure, son dernier tour, on tremble, quoi. On se dit, va-t-il y arriver? Donc ça, on sait que c'est un fait. Bon, mais c'est surtout sur 4 roues. Donc Théo Pourchaire, nous côté français, on en est à 2 victoires en 3 meetings en F3. On parle bien de la F3. Et ce jeune gamin de 16 ans fait des débuts de Tony Truant en monoplace et en F3, donc au plus haut niveau. Donc va falloir apprendre à le connaître un petit peu plus. On sait qu'il est né à Grasse, qu'il y a quand même du monde autour, qu'il est chez Hart. Bon, c'est sûr que là, les conditions sont bien réunies, mais voilà, au moins a-t-il déjà répondu présent. Et moi, je sais pas si toi tu l'avais aussi un petit peu repéré avant, mais nous on est content que Théo Pourchaire se mette en évidence. Théo, je le suis un petit peu depuis quelques mois, avec notamment la partie Sim Racing pendant le confinement aussi, où il s'est un petit peu éclaté avec ses collègues français sur YouTube et sur Twitch.
Mais oui, c'est un pilote que je surveille un petit peu parce que il est pour moi un petit peu. Alors c'est un compliment un petit peu Sébastien Loeb dans la dire très simple, très efficace. Il en fait pas des tonnes et c'est vrai qu'en France c'est difficile d'en trouver des comme ça. Hein, voilà, d'un point de vue étranger, on va dire ça comme ça. D'accord. Mais oui, j'aime beaucoup son calme et sa manière assez procédurière. On va le comparer à Alain Prost, hein, comme ça on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Mais c'est vrai que voilà, il est très méticuleux. Il est au sein d'une équipe Art qui est quand même assez exceptionnelle, qui avait vu passer de grands champions. On va pas les refaire, mais bon, Rosberg, Hamilton et tous les autres, ils sont passés. Je pense que, enfin, bon, bref, on va pas. La liste est sur Wikipédia, mais il y en a tellement. On va pas. Voilà, c'est une grande équipe qui est là depuis des années, qui a fait un petit peu de tout, mais surtout des champions. Donc il est dans un très bon cadre, comme tu le disais, et surtout voilà, 2 week-ends de victoire. Bah, ça fait plaisir à voir et surtout avec cette ancienne GP3, cette Formule 3 maintenant, qui est vraiment un nid à talent. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de place en Formule 2 et en Formule 1 et on parlait de ces anciens qui ont du mal à lâcher la rampe parfois. On l'avait avec le retour d'Alonso, on sait que Vettel va continuer. Oui, Raikkonen qui est toujours là. Bon, il y a des pilotes qui sont là mais qui ne sont pour moi pas forcément exceptionnels, même s'ils sont moyens. On parlait de Stroll, je pense encore, désolé, mais à Giovinazzi, Romain Grosjean, moi je suis désolé, je les mets dans le même lot, même si parfois ça peut blesser ou faire du mal à certains, mais je trouve qu'il y a un moyen de renouveler des pilotes qui ont de l'expérience. Je suis désolé, il y a des pilotes en GP2, enfin en Formule 2 qui maintenant ont 3, 4, 5, 6 ans d'expérience. Bon, les gars, donnez-leur leur chance ou essayez de faire autre chose parce que aujourd'hui on peut s'éclater et on peut faire une très belle carrière. Il y a des pilotes français qui l'ont montré aussi en GTE, en prototype, aux États-Unis. Il y a vraiment des moyens aujourd'hui de vraiment réussir une carrière en faisant autre chose que de la F1 et ça c'est pas forcément ce qui était d'application il y a 10, 15, 20 ans où si on n'allait pas en F1 on n'était pas bon, on n'était pas doué, on n'était pas une star ou un talent. Aujourd'hui on a plein de disciplines qui sont bien popularisées grâce aux réseaux sociaux etc. et on peut faire une belle carrière dans plein de disciplines compétitives. Moi ce que je veux c'est qu'on laisse un peu la place aux autres et c'est vrai que voilà, je pense qu'Hamilton, même s'il est sur une bonne voie pour aller battre Schumacher, il va pas non plus rester là pendant 10 ans et que il commence à avoir de la bouteille, que ce soit Ricardo, Vettel, etc. Bon on va pas citer tout le peloton mais voilà. Donc ce qu'on considérait comme les petits jeunes, ils vont pas non plus pouvoir assurer longtemps et c'est vrai que bon on a Albon, on a Russell, on a Norris, même encore Sainz. Mais voilà, il serait temps que la vague se fasse et qu'on ait de la place en Division 2 avec la Formule 2 où voilà, des pilotes stagnent. Et ça pousse encore, comme tu le dis, avec notamment Théo Pourchaire qui, moi, je trouve pour l'instant fait un début de saison solide, constant. Mais on a Schwarzman, on a aussi Schumacher, on a pas mal de pilotes en Formule 2 qui mériteraient aussi d'avoir une chance. Et c'est vrai que là, on regrette peut-être les phases de test, les essais, les occasions de se montrer qui aujourd'hui sont totalement interdites par les réglementations en place. Oui, non, mais de toute façon, là, on est dans le jeu typique de la prospective sur les années futures, avec toujours les pondérations habituelles dans ce genre de cas de figure, à savoir l'expérience, la notoriété, la solidité supposée des pilotes établis, et la vitesse, la jeunesse, mais la fougue et l'inconnu de ces jeunes pilotes. Moi, je me souviens toujours du mot d'Eddie Cheever sur une course IndyCar que je suivais en version originale. Et il y a le commentateur se glorifier un des pilotes. Ça, je dis pas, ça pourrait être Howard maintenant ou Askew, tu vois, en disant ah, il va très vite, il me surprend, tu vois. Et Cheever avait répondu en disant mais attendez, non, c'est tout à fait normal. Les rookies sont là pour aller vite. C'est leur chance, c'est la chance de leur vie. Ils sont plus jeunes, ils sont plus fougueux, ils vont plus vite a priori que des anciens. C'était l'argument de Cheever et j'avais trouvé ça plutôt malin parce que oui, on peut le discuter, on peut le contre-argumenter, mais au niveau de la formulation et de l'état d'esprit, ça me semblait très bien. Et effectivement, les jeunes sont là pour aller vite. J'en reviens à cette phrase, elle est définitive. Et donc, quand on voit qu'Alonso revient chez Renault, quand on sait que Vettel va s'accrocher, parce que oui, je crois que on peut pas le mettre dehors non plus, Vettel. Même si t'as vu, il a encore fait 2 petites conneries en Hongrie, là, 2 petits freinages ratés. C'est rien, là, on chipote. Mais il est vraiment pas bien, hein. Là vraiment, c'est force de le constater. Raikkonen, on l'adore tous, mais enfin bon, c'est vrai que là je vois plus trop ce qu'il fait là, donc écoute, il y a de quoi renouveler. Il y a un pilote que tu as cité, c'est vrai, je l'avais oublié, alors lui il a forcément sa place réservée en Formule 1, c'est Schumacher, Mick Schumacher. Il n'y a pas une équipe qui ne voudra pas s'offrir un jour un Schumacher en F1. Même si c'est pas le niveau de son père, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ni de son oncle, hein, parce qu'on sait qu'il y a aussi le fils de Ralph qui roule, hein, David, qui aussi commence. C'est vrai que le cas Schumacher, il est un peu particulier. Pour moi, c'est un petit peu le cas Bruno Senna, quoi. Il a un nom, il va faire vendre et on a envie de l'avoir dans l'équipe. Moi, je pense que Bruno Senna n'a pas laissé une grande empreinte dans la Formule 1, que ce soit chez Williams ou chez Lotus.
qu'il y soit allé, tant mieux, c'est une belle histoire, mais qu'il y soit allé pour ses compétences, non, même si après il a fait de très belles choses en GT, notamment avec Aston. C'est sûr qu'en endurance, il est finalement épanoui. Voilà, Schumacher, je pense que c'est pas le premier à mettre dans un paquet de Formule 1, mais à Lundgaard, peut-être un Zhou, alors je sais que ça se prononce différemment, mais Guan Yu Zhou, le pilote chinois. Il y a aussi des intérêts, on va dire Zhou, hein, on est d'accord. Mais au niveau des filières, si on regarde un petit peu qui peut aller où, je pense que ceux qui sont le plus sereins et qui se sont, entre guillemets, tués dans l'œuf leur futur, c'est Renault. Parce que Renault, ils ont un potentiel de jeunes pilotes en Renault Academy qui est quand même assez exceptionnel, qui se sont montrés, que ce soit en virtuel et maintenant en réel, parce que les premiers week-ends de Formule 2 et de Formule 3 ont quand même été vraiment bons pour les pilotes Renault Driver Academy. La Ferrari Academy, oui, bon. Ok, il y en a des très bons, bien entendu. On sait que voilà, Schumacher avec Prema, bon, ok, c'est bien, mais est-ce que c'est au-dessus? Est-ce que ça se démarque? Est-ce que ça se montre? Non. Moi, je me rappelle, je viens de citer, voilà, à l'époque Prema Hamilton en GP2 il y a 15 ans, ils étaient au-dessus des autres. Il y avait quelques-uns qui venaient, mais c'était vraiment un duel dans la petite catégorie. Et ça, on est en train de le revivre un petit peu en ce moment avec Schumacher, justement, etc. Mais est-ce que Schumacher doit absolument aller en F1 parce qu'il est le meilleur en Formule 2? Non, pour l'instant, il n'est pas le meilleur. Il est très bon, mais il n'est pas le meilleur. Mais il a un nom. Voilà. Alors, comme d'habitude, ça va avoir son influence dans le choix de... C'est surtout qu'il avait dominé l'Euro F3, tu te souviens? Oui, bien sûr. Une fin de saison extraordinaire. Macao. Et effectivement, ça stagne un petit peu, là. C'est... Bon, je veux croire quand même que son environnement n'est pas facile, évidemment. Au niveau familial, c'est le moins que l'on puisse dire. Et surtout, sans doute, au niveau pression. Mais enfin bon, c'est sûr que si un jour Mick Schumacher est recruté, je dis n'importe quoi, par Alfa Romeo dès l'année prochaine, on ne pourra rien dire, quoi. C'est tellement éventuellement annoncé. Bon, écoute, en tout cas, Théo Pourchaire, lui, il a encore le temps de grandir. Bien sûr. Mais force est de constater que là, que c'est un début en fanfare. Et je m'aperçois d'ailleurs dans cette F3, il y a un nombre de pilotes que j'ai pu commenter, moi, quand j'étais à Motors TV, dans le championnat Toyota néo-zélandais. Tu le connais, ce championnat? Oui, c'est un peu une formule un peu atlantique. Oui. La formule néo-zélandaise, c'est donc en janvier-février, ils se font ça sur 5 week-ends consécutifs, donc avec le décalage des saisons, c'est vraiment durant l'intersaison. Et donc tous les pilotes un peu espoirs, qui ont même des fois des contrats Red Bull déjà, ils vont en Nouvelle-Zélande se faire les dents sur comme ça, des circuits qu'on connaît pas, dans un environnement différent, sur 5 week-ends consécutifs. Donc ça fait un super stage en quelque sorte. Et je m'aperçois que tous les pilotes actuellement, là, F3 au sommet, je les ai commentés il y a 3 ans. Bon, à part Pourchaire qui était trop jeune, mais les autres, je les ai vus en Formule 1. Et je peux te dire, moi j'ai commenté Lando Norris là-bas. Il est allé gagner ce championnat il y a 5 ans. Donc voilà, c'est là où on a, nous, un regard un petit peu de pro, c'est-à-dire qu'on les voit arriver quand même, les petits jeunes qui sont au-dessus du lot. Et donc, écoute, affaire à suivre. Mais en tout cas, l'année prochaine, oui, voilà, il y aura toujours ce traditionnel débat en F1 entre les vieux qui s'accrochent et les jeunes qui frappent à la porte et à qui, parfois, on ne donne pas assez la place, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que pour... conclure sur ce que tu dis, dans cette mouvance, moi j'ai été extrêmement surpris de Williams qui a annoncé la prolongation de Russell et de Latifi. Je trouve ça super pour eux parce que c'est 2 bons pilotes, même si Latifi ne l'a pas encore prouvé, mais Russell tout de même, même si Latifi sous la pluie avait fait quand même de belles choses ce week-end. Donc franchement, je suis vraiment content pour eux. Pourtant, c'est pas des pilotes que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est bien de leur enlever cette pression de la tête. Ils n'ont pas besoin de ça en plus. Et dans une équipe qui, soi-disant, était au bord du gouffre, va peut-être être rachetée et un petit peu de stabilité. On leur souhaite pour Williams, ça leur fera du bien. Et au passage, histoire de rigoler un petit peu, tu as remarqué aussi que Villeneuve, que tu évoquais, qui a toujours la dendure sur Stroll, il est plus sympa sur Latifi, hein. Mais oui, parce que Latifi, il a fait ses classes et il mérite peut-être sans doute plus. Il est plus légitime aux yeux de Villeneuve, ce que je comprends aussi. On l'a bien compris comme ça, tout à fait. Bon, écoute, merci Maxime pour ces avis éclairés. Il nous reste une dernière partie à aborder. C'est le drapeau d'amis qui tombe déjà vite, mais enfin, il y a encore au moins une dizaine de minutes à passer ensemble et on va passer en revue l'actu du sport auto international. Allez, on enchaîne avec des grands championnats dont il y a eu des courses le week-end dernier. Bon, écoute, je vais vite, Maxime, si tu veux bien, pour cette dernière partie de Checker, évacuer, entre guillemets, le LMS. Bon, parce que ça a repris quand même le championnat. Le LMS. Le LMS, écoute, il y a le WEC,
Mais le WEC, tu sais comme moi qu'en ce moment, parfois, en P1, c'est un peu le désert et que bon, le championnat, on est en une phase de transition au niveau de l'endurance mondiale, mais en ELMS, la catégorie P2, qui est la catégorie principale, ils sont 10 au départ, où tu peux pas savoir honnêtement qui va gagner. Ça peut être United, ça peut être J-Drive, ça peut être Duquesne, ça peut être Grave, ça peut être IDEC. Ils ont tous déjà gagné, ils sont tous très forts, quoi. Donc c'est reparti au Castellet. C'est United qui a gagné. Et d'ailleurs, tu as vu que Zach Brown n'était pas en Hongrie. Oui. Il était au Castellet, car Zach Brown est aussi derrière l'équipe United, il est partout. Donc il avait choisi d'être au Castellet en ELMS, c'était un signe assez fort. Et United a bien dominé les débats d'ailleurs. Et pour mes deux consultants de l'Afterlap, enfin mes deux consultants, mon ancien invité Paul Lou Chatin, mon ami Paul Lou, qui s'est d'ailleurs marié récemment, on le refélicite. Ça a été un abandon pour l'équipe IDEC. Et là, c'est puis Tristan Gomandi, notre consultant pour la F1 dès qu'il le peut. Lui aussi, il y a eu un problème mécanique et ils ne sont pas à l'arrivée. Donc début moyen pour mes deux amis français, mais enfin bon, évidemment qu'ils auront les moyens de rebondir. Donc ça, en tout cas, c'est reparti, c'est la bonne nouvelle. En IndyCar, nous, côté français, on n'est pas mécontents non plus, parce que je t'avais dit tout à l'heure que Quartararo avait gagné, mais en sport automobile, c'est Simon Pagenaud qui a gagné, donc l'IndyCar ouvre peut-être une nouvelle page dans sa saison. Après le début de saison tonitruant de Dixon, Simon a remis là quelques pendules à l'heure, et alors c'est fou, parce que Simon, il y a encore 5-6 ans, quand il est en IndyCar et qu'il arrive chez Penske, c'est évident que c'est un pilote de circuit routier à l'européenne. Oui. Maintenant, c'est un spécialiste d'ovale. Maintenant, pour moi, c'est le nouveau Castroneves. Dès qu'il y a un ovale... Ah oui, quand même. Ah oui. Dès qu'il y a un ovale, Simon est aux avant-postes, Simon gagne, et Simon a gagné Indianapolis, et Simon, en plus, il est jovial, je trouve même d'ailleurs qu'il ressemble un petit peu à Castroneves, d'ailleurs, physiquement. Il y a un petit quelque chose. Donc, moi, je suis ravi parce que il est effectivement devenu le spécialiste des ovales. C'est marrant, ça. C'est marrant, mais c'est surtout la preuve qu'on peut s'intégrer. Moi, je pensais à des pilotes qui n'étaient pas forcément, pour moi, capables d'aller faire quelque chose sur les ovales. Enfin, je pense encore à Rossi au début, ou même à Sato à son époque, mais enfin pour prendre les derniers en date. Mais oui, c'est bien de voir que on peut apprendre à être bon sur ovale et que ça demande évidemment des capacités. Simon les a prouvées, évidemment. Mais oui, c'est agréable et c'est surtout preuve que maintenant, n'importe qui peut arriver aux États-Unis et essayer d'y arriver. C'est possible d'y arriver. Et c'est une chose dont on n'était pas forcément sûr avant, même si bon, Dixon, etc., on a eu des gens qui sont venus d'un petit peu partout pour essayer et tenter leur chance. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Et je trouve que l'IndyCar devient le sport le plus respecté, alors même si la NASCAR est très, très impliquée, mais en Europe. Je trouve que l'image de l'IndyCar, même de par certains de ces circuits routiers, ce qui attire aussi le public européen, je trouve que ça amène justement ce lien et c'est vraiment positif et je m'amuse beaucoup plus, je l'ai déjà dit déjà dans cette émission, je m'amuse beaucoup plus à consulter les replays ou suivre une course d'Indy plutôt qu'un Grand Prix parce que c'est incertain, c'est disputé, les règles sont évidentes, c'est spectaculaire, il y a des crashs, il faut le dire aussi parfois. Hein, voilà, il y a des super circuits comme l'América, évidemment. Il y a des très beaux circuits aux États-Unis, que ce soit du routier ou de l'ovale. Donc franchement, moi je trouve la saison certes un petit peu moins pimentée que d'habitude de par le Covid, etc. Mais on roule. Et en tout cas, pas de problème de perte de public. Là où la F1, on avait un plan sur deux, on filmait le public parce qu'il se passait rien en piste. Là, on voit Carlos Sainz. Hein. Mais aux États-Unis, parce qu'on se plaignait qu'on ne voyait jamais sur les images. C'est vrai, t'as raison. Mais pour le coup, aux États-Unis, il s'en passe des choses. Il n'y a pas un moment ça ne stagne pas. Et puis voilà, que ce soit au niveau des commentaires, etc. Tout est vraiment bien fait. Donc franchement, je suis vraiment satisfait pour Simon. Ça arrête aussi un petit peu Dixon parce que sinon t'es parti. Voilà, ça a peut-être aussi ramené un petit peu de doute. Donc ça tombe très bien et rendez-vous pour la suite. Et franchement, moi j'ai hâte de suivre. Super saison avec là aussi, d'ailleurs le débat un peu qui en F1 existe aussi. Admettons que Dixon soit l'équivalent d'Hamilton, le mec quand même super fort. Cette année on peut le considérer comme tel, oui. Mais c'est vrai que derrière, peut-être les Hunter Ray, les Marco Andretti, les Carpenter, tout ça, oui, c'est un petit peu peut-être fini maintenant. Mais quand tu vois les Askew, les Howard, les Palou, même Ferrucci, qui je pense est un peu une tête de larme, enfin bon, il est mis en évidence. Hein, bon, non, il y a un petit renouvellement des cadres et c'est sympa. Et j'avoue qu'effectivement, tu rajoutes une bataille interne à Penske qui est spectaculaire. Tu rajoutes un Rosenqvist qu'on aime tous parce qu'il a fait plein de trucs et qui
qu'il est vraiment très fort. Non, non, ouais, ce championnat IndyCar, là, passionnant. Et puis quand tu sais qu'on arrive au grand mois d'Indianapolis et que ça va quand même avoir lieu, bah écoute, t'es content et tu te dis, non, non, super, super l'IndyCar, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et pour un petit mot sur Indianapolis, c'est tombé, je crois, cette nuit ou ce matin, au sujet des capacités du public. Il y aura un public à Indianapolis et ce sera une capacité de 25%. 25%. On attend quelque chose comme 60 000 spectateurs. Oui. Ce qui, je trouve, est assez intéressant et ça va être très très bizarre de voir un spectateur tous les 5 mètres. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que c'est mieux? C'est vrai que j'ai vu ça. Alors je me suis dit comme tout le monde, bon bah 25%, aïe, c'est pas beaucoup. Après je me suis dit 25% de 300 000, allez on va dire 300 000 en chiffre moyen, il y en a beaucoup qui signeraient tout de suite pour avoir autant. Donc ça le fera pas mal. Écoute, bon bah ça progresse. C'est bien. Moi j'ai un point de questionnement, tu vas sans doute pouvoir m'éclairer. Cette volonté d'intégrer un public, est-ce que c'est communication? Est-ce que c'est une volonté de la gestion du circuit? Ou est-ce que c'est pour pallier peut-être un petit manque de budget? Ça va commencer à se voir, le fait de rouler sans public. Alors qu'est-ce qui prend le dessus sur tout ça pour toi dans la situation actuelle? Non, mais c'est évident que, soyons réalistes, la billetterie, les recettes de billetterie... Il n'y a pas un organisateur promoteur qui, à un moment donné, voudrait s'en passer. Donc oui, je pense que ça joue, c'est sûr. Écoute, je crois que l'exemple du football a vraiment un petit peu refroidi tout le monde parce que ces matchs à huis clos. Alors écoute, j'ai l'impression que les joueurs, au fur et à mesure, se sont fait mentalement à l'idée et tu as l'impression, moi je regarde pas mal la première ligue anglaise. Oui. Je suis abonné à une chaîne en France qui la retransmet en exclusivité, donc j'avoue que je regarde ça pas mal. Ils ont aussi la Ligue des Champions, c'est RMC Sport pour tout te dire. Et donc je vois que l'engagement des équipes anglaises, quand Manchester City pulvérise Liverpool, j'ai le sentiment de voir un vrai match, tu vois. Bon, ok. Mais ils proposent la réalisation, il y a 2 canaux, je sais pas si tu as déjà vu ça en Belgique. Non. Soit tu regardes la chaîne normale de RMC Sport et tu as une fausse ambiance virtuelle avec... T'avais entendu parler de ça? C'est en Allemagne que c'est venu, les mecs qui jouent. Ça a été fait avec les sons de public enregistrés pour le jeu FIFA, le jeu officiel FIFA. Ah voilà, c'est ça. Ils ont récupéré les sons et les chants des supporters et les passé en fond. Ça m'avait bluffé à l'époque. C'est la Bundesliga qui avait fait ça, c'est juste. C'est ça. Donc effectivement, c'est assez fin quand t'as une grosse faute. Une seconde après, c'est pas instantané, t'entendais un peu des sifflements, etc. Donc et puis t'entends une clameur quand il y a un but. Bon, mais ils proposent de pas tricher entre guillemets. Et si on met une autre chaîne qui appartient au bouquet, on a le match avec l'ambiance normale. C'est-à-dire qu'on entend les joueurs se parler et on entend globalement rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire au niveau ambiance. Bon, et ben là, faut avouer que j'ai tenté l'expérience, bien sûr, comme tout le monde. Et moi, alors je sais qu'il y a des puristes forcément qui te diront non, mais il faut regarder le match tel qu'il est exactement. Non, moi, là, j'ai trouvé ça assez insupportable, effectivement. Au bout d'un moment, ça fait cheap, quoi. T'as envie de revenir avec un petit peu d'artifice. Et moi, je regarde le match avec la fausse ambiance, j'avoue. Bon, alors évidemment, quand en sport automobile, on en a déjà parlé, les bruits des moteurs font que quoi qu'il arrive, ça recouvre. Même si les clameurs en Allemagne, il y a 2 ans, tu sais, le Grand Prix fou, quand les Mercedes se sortent, quand je sais pas quoi, on l'entendait la clameur. Monza, quand il se passe quelque chose, Monza, quand Ferrari fait quelque chose, ça fait partie de l'ADN de certains Grands Prix, bien sûr. C'est ça. Donc ça joue quand même. Mais bon, voilà, j'ai envie de te dire, un public, ça donne forcément l'image de pas un désert entre guillemets, de pas une morne plaine, de pas un échec ou pas de quelque chose de cheap. Donc je crois que tout le monde voudra avoir du public. Et en IndyCar, à Road America, on les a vus, le public. Hein, à l'américaine, les motorhomes, là, les gens qui sont venus avec leur mobilhome et qui regardent voilà, c'était bien. Oui, mais justement, on s'était surpris que ce soit positif lors des premières courses d'Indy et de NASCAR qui avaient repris. On se disait, bon, finalement, avec le moteur qui passe, etc., dans les stands, etc., vu qu'on voit toujours le service de circuit travailler en plus des mécanos, ça nous choquait pas plus. C'est vrai que voilà, quand tu vois les commentateurs dans leur cabine au-dessus de la tribune et que tu as une immense série de bancs ou de chaises vides, quand même, on va pas leur mettre en 3D incrusté d'infos publiques. Non. Mais bon, il y a un petit côté film un peu genre rollerball, etc. avec des arènes. Moi, je sais pas, le public a quand même son importance. Et c'est vrai que là, moi, je sais que, il y a Grand Prix de Belgique.
fin du mois, de dire qu'il y aura personne, moi ça va me faire bizarre, quoi. J'ai l'impression d'aller à un événement où il y a un track day ou ce genre de choses. Donc ça enlève un petit peu de la dimension aussi, le côté d'être stacké, les séances d'autographes, il y a plein de choses qui ne sont plus faites, donc on perd des habitudes, on perd des contraintes aussi. Ça va libérer du temps pour d'autres choses, parce que je pense que les pilotes ils gagnent je sais pas combien, peut-être d'heures même en presse, en relations publiques, en relation avec le public, etc. Voilà, maintenant quand je vois, pardon, mais je sais pas si tu as vu on reparle un peu sur la Formule 1, mais je crois qu'ils font ça aussi aux États-Unis. Lorsque les pilotes se rendent au paddock, ils ont des écrans avec des webcams connectés avec 2-3 personnes dans le monde, de fans, etc. Bon, quitte à faire ça, autant rien faire. Enfin, je suis désolé. Enfin, c'est très bien pour les quelques personnes qui ont pu dire bonjour à leur pilote favori. Est-ce que c'est nécessaire d'embêter les pilotes pour si peu de personnes et de manière aussi lointaine? Non. Au pire, faites des séances où vous enregistrez, vous faites signer des autographes, vous les envoyez à la limite par la poste aux fans. Donc voilà, je pense pas que le changement d'organisation soit vraiment si négatif, mais c'est vrai que pour nous fans, ça éloigne sans doute peut-être un peu plus nos stars et nos pilotes sur les circuits. Non, mais la NASCAR, au début, on avait dit que ça le faisait bien parce qu'il y avait un côté un peu arène, petit circuit, et que la réalisation américaine avait essayé des choses et s'était focalisée sur les voitures pures et la vitesse pure. C'est vrai que ça avait vraiment l'impression qu'on avait eu, mais ouais, je me suis fait la réflexion à Road America, là. Je me suis dit, si ça avait été vide, Elkhart Lake, là, en IndyCar, ça aurait été triste. Donc maintenant, je suis revenu un petit peu en arrière et je suis pour qu'il y ait vraiment le plus de public possible. Et donc, ça sera le cas à Indianapolis, on est content. Je voudrais juste parler du Supercars pour terminer, Maxime, si tu veux bien, parce que je voudrais aussi avoir ton avis. Ils sont en ce moment donc en plein bouleversement. Donc, tu as vu que c'est absolument dingue, puisqu'ils sont obligés de se réfugier dans un état parce qu'ils ne peuvent pas changer. Donc là, on n'imagine pas, mais comme c'est au niveau de dimension digne de l'Europe, c'est quand même des sacrés trucs et on en avait parlé la dernière fois. Bon. Mais donc là, il y a un meeting qui a eu lieu à Sydney Motorsport Park et donc c'est un meeting avec des pneus, c'est un meeting dit avec Challenge Tire, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une composante pneu à prendre en compte et c'est très intéressant et c'est pas la première fois que le Supercar nous montre ça. Il y a pour tous les pilotes, il y a 3 trains de pneus durs et 2 trains de pneus soft pour tout le week-end. Essai libre, qualif, top 10 shootout éventuellement, et course. Et les courses, il y en a 3, ça fait 96 tours au total. Donc, il y a 5 trains de pneus en tout. Tout le monde sait que c'est pas assez, globalement. Oui. Évidemment, le luxe voudrait que ce soit, qu'il y en ait plus et que ce soit peinard. Non, là, on sait qu'il y a forcément une notion d'économie à avoir. Bon, première contrainte. Deuxième contrainte, et c'est là où Pirelli, moi ça me rend fou à chaque fois. À chaque fois qu'on nous montre en début de Grand Prix les 3 types de pneus, l'image, et qu'on te met que le pneu jaune par rapport au rouge c'est 0,5 slower, etc., et l'autre c'est 0,8. Bon, c'est un peu artificiel comme mesure. Des fois, on a le sentiment que chacun est capable d'aller aussi vite, à part les rouges peut-être, effectivement, avec tous les types de pneus. Mais bon, en Australie, c'est 2 secondes l'écart entre le pneu tendre et le pneu dur. Donc on sait que ça va être un avantage déterminant. C'est ça qui change tout, crois-moi. Parce que tu sais que pour un nombre limité de tours, évidemment c'est un peu artificiel, mais c'est comme ça, tu as un pneu super performant et ça va changer la donne. Donc avec toutes ces contraintes, l'idée est d'arriver le jour des courses avec le plus de pneus soft possible. Donc, il n'y en a que 2 à la base. Donc, tout le monde, de toute façon, aura ces 2 trains de pneus soft qu'ils ont essayé d'économiser. Mais maintenant, la question est la suivante. Quand est-ce qu'on l'utilise? Quand est-ce qu'on les utilise, ces pneus soft? Et là, tu t'aperçois que tout le monde a une stratégie différente. Il y en a qui, évidemment, essayent de les répartir tout au long du week-end pour avoir, à un moment donné, dans chaque course, des pneus soft à disposition, histoire qu'à un moment donné, on soit plus rapide que d'autres. Il y en a comme De Pasquale, qui avait brillé, tu le sais, pendant la saison e-sport en Supercars, a choisi, lui, de mettre que des pneus soft dès la première course. Donc, il a choisi de briller lors de la première course en disant « je peux peut-être aller gagner ». Il a fait 3. Bon, il a échoué, mais il s'est mis en évidence et il savait après qu'il avait plus de pneus soft, qu'ils étaient morts et qu'il allait avoir 2 mauvais résultats. Mais comme il est un peu milieu de tableau, il a voulu faire quelque chose de différent. Voilà. Et donc, tu vois, certains utilisent tout de suite leurs pneus soft, certains vont attendre la dernière course parce qu'avec la météo, tout ça, ils vont se dire c'est mieux. Enfin, tu vois, moi, j'adore le fait que ce soit open au niveau stratégie et qu'il y ait une vraie différence entre les pneus soft. Et McLaughlin, évidemment, a un peu gueulé parce que McLaughlin a estimé qu'il y avait trop de dégradation, qu'on était trop sur l'économie et lui, il l'a joué un petit peu légaliste en disant il faudrait le même type de train de pneus pour tout le monde, comme ça tout le monde est sur un pied d'égalité et les meilleurs gagnent. Tu vois, c'est évidemment la philosophie, là, on peut la comprendre.
il l'a joué, on va dire, légaliste, tu vois, il l'a joué réglo, quoi, un peu traditionnel, voilà. Bon, ben voilà, ben moi je trouve que là, la F1, plutôt que d'aller chercher peut-être des grilles inversées, peut-être d'aller chercher des je sais pas quoi, des ballasts, etc., les simples différences de pneus vraiment marquées entre deux types, ça changerait tout, quoi. Moi, à chaque fois je vois ça, je me dis Supercar, c'est génial. Et ça fait 8 ans qu'en Formule 1, Pirelli ne sait pas faire de pneus. Ils ont été jusqu'à quasiment tuer les pilotes il y a quelques années. On se souvient de Silverstone où on a eu des catastrophes qui ont été évitées in extremis. Non, je suis assez d'accord avec ça, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux, refaire des pneus avec des grandes différences. Après, je trouve que sur le week-end, après la quantité de pneus alloués étant limitée, tout le monde va finir par retomber finalement sur la même stratégie, hormis un cas d'un pilote, comme tu l'as dit, qui va peut-être essayer de dire voilà, je mise tout sur celle-là. Mais hormis ça, est-ce que ça va vraiment complètement tout bouleverser? Ça fait l'économie, mais la dernière course. Mais voilà. Jack Le Brocq, hein, tu vois, que tu as vu aussi en simulation cet hiver. Jack Le Brocq avait économisé le plus possible. Je crois qu'il a roulé tout le week-end qu'en pneus durs. Donc il avait 2 trains de pneus soft, super soft, vraiment encore pour la dernière course. Et il l'a gagné. Donc quand même, ça a une incidence, tu vois. Donc c'est vraiment prendre le pari de faire une course où on joue tout. Et si ça se passe mal, bah tant pis, le week-end est foutu. Ouais. Ah oui, tant pis si tu te sors en tête à queue, si t'as un problème. Et l'implication de cette règle vient de Pirelli ou de l'organisation ? Non, ça vient de l'organisation. Il y a quelques années, ils avaient voulu effectivement un petit peu pimenter leur course et ils avaient réussi à persuader Dunlop que on pouvait faire 2 trains de pneus fondamentalement différents et que ça pimenterait les courses. Ils avaient eu l'intuition qu'effectivement, ça ferait du spectacle. Et vraiment, moi, j'entends ça. J'ai vraiment l'impression que vu leur situation et leur contexte, c'était bon, les gars, on n'a plus de pneus. On ne peut plus en amener, on fait avec ce qu'on a, on fait une règle pour essayer et on voit ce que ça donne. Est-ce que tu penses pas que ça peut être ça l'excuse de fourniture de pneus au niveau je crois que l'excuse, ou pas? Yvan Muller, qui tu sais a fait quelques campagnes en supercars et que j'avais suivi sur place, m'avait dit un jour bon les pneus Dunlop supercars, faut quand même avouer c'est des pneus en bois quoi, c'est nul. c'est dur, ça accroche rien du tout, ils écoulent les stocks parce qu'ils en ont des milliers, c'est comme ça. Bon, et puis un jour, effectivement, les pilotes en ont eu un petit peu marre quand même, et que les stocks, ils arrivaient à la fin, et qu'il y avait un moyen peut-être de communiquer là-dessus avec des bandes blanches, parce que c'est un peu le premier supercars qui ont été les premiers à faire des bandes. Et même moi, quand je commentais avec Patrick Rivet le supercars, des fois, c'était pas encore au point. On n'arrivait pas à voir. La bande, elle était trop fine. On n'arrivait pas à voir quand ça roulait si c'était vraiment des pneus jaunes. À l'époque, c'était des bandes jaunes. Donc, l'Australie a été assez pionnière à ce niveau-là, d'essayer vraiment de faire une différence fondamentale. Et peut-être qu'il y a des raisons, oui, un petit peu comme ça de gestion de stock derrière. Voilà. Mais le fait est que moi j'ai toujours trouvé que ça donnait un piment fabuleux parce que voilà, chacun choisit un peu sa stratégie, chacun s'économise, ou chacun y va à fond dès le début, ou chacun va essayer un peu de faire moyen partout. Enfin, je sais pas, je trouve ça bien. Voilà. Bah, de toute façon, moi, étant un grand fan de, alors je sais que certains ne sont pas d'accord avec ça, mais de touring car, en tout cas de voitures de tourisme, c'est vrai qu'en Australie, pour moi, à l'époque, le V8 supercar, aujourd'hui le supercar et le BTCC en Angleterre restent les 2 disciplines qui n'ont pas trop perdu de leur historique et de leur mentalité. Donc c'est vrai que voilà, j'ai toujours plaisir à regarder. Vous l'avez compris à mes propos, je n'ai pas pu suivre ces manches malheureusement en Australie. C'est pour ça que je t'ai laissé la parole principalement et que je posais des questions un petit peu peut-être un peu plus bateau au niveau des pneus. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours impressionnant. Les voitures sont belles, les pilotes sont talentueux et c'est vrai qu'on aimerait bien en voir certains peut-être quitter l'Australie, mais c'est tellement énorme, comme tu dis, l'Australie, ils se suffisent à eux-mêmes, que ce soit en monoplace ou en supercar, que voilà, c'est déjà des stars, même s'il y a aussi les courses de pick-up, il y a aussi beaucoup de choses qui se font là-bas, qui sont vraiment spécifiques à l'Australie. C'est une culture vraiment du sport auto qui est à part entière, à l'image des États-Unis ou aussi de l'Europe. Donc franchement, si vous avez l'occasion, allez voir le supercar parce qu'on a bien parlé chez LFB, c'est une discipline de cœur pour lui. Et voilà, moi je m'y suis un peu perdu aussi parce qu'à l'époque j'écoutais un certain monsieur qui est assis là en parler. Et voilà, les années ont fait que, mais c'est vrai que oui, j'aime toujours voir. Enfin, ils ont une chaîne YouTube où ils diffusent beaucoup de choses d'ailleurs. Si vous voulez voir, ils sont assez friands en termes de communication. C'est pas difficile à trouver, donc allez jeter un coup d'œil là-dessus si vous voulez vraiment voir ce que c'est de supercar et ça vaut le détour rien que pour les oreilles.
Voilà, on est d'accord, mon cher Maxime. Et en parlant de chaîne YouTube, donc Maxou le pilote. Alors attends, ça y est, tu continues, plus de 40 000 abonnés là. Tu t'arrêteras, tu t'arrêtes plus là. On s'arrête plus avec oui, F1 2020 qui est sorti. Bon, un petit peu limité en contenu en ce moment, vous le savez. Petit souci technique, on doit refaire un petit peu de matos. Le pédalier m'a lâché pour tout te dire, donc c'est compliqué de piloter. Mais voilà, on va parler aussi d'Assetto Corsa Competition bientôt avec les GT4 qui sont arrivés. Il y a beaucoup de pilotes français en GT4 d'ailleurs. On pense à notamment Romain Monti ou les équipes alpines, etc. Ouais. Donc il y a plein de belles choses qui vont arriver aussi sur la chaîne à ce niveau-là. Mais bah, écoute, ça fait son petit bonhomme de chemin, ça continue. Et surtout, Green White Checker, ça continue. Et on se retrouvera nous dans 2 semaines sur ma chaîne cette fois. Et on aura aussi du débrief encore de Formule 1 parce qu'on va commencer à se diriger vers l'Angleterre aussi. Voilà, donc là on fait un petit break comme la F1 finalement, et on se retrouve dans 15 jours pour débriefer du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, où un certain Lewis Hamilton est imbattable, je crois, donc tu vois ce que je veux dire. Hein, bon, on va bien voir, et en plus il y en aura 2 à la suite sur le même circuit. Bon, on verra bien, mais en tout cas voilà, Maxime, porte-toi bien d'ici là, donc on se donne rendez-vous, on vous remercie beaucoup de votre attention, vous connaissez le podcast l'Afterlab sur www.afterlab.com, bien évidemment, il y a un épisode toutes les semaines. Et ben, je crois qu'on est complet, je crois qu'on a encore bien pris le temps de papoter, mais ça fait partie du show aussi, et donc on se prive pas. Maxime, à bientôt donc, hein? À dans 2 semaines LFV, merci à tous, à la prochaine. Salut. Allez, salut.